communication, comme ça on va rattraper le temps. Bien sûr, j'ai le privilège de présenter mon ami, le professeur Dominique Valla, qui, moi, je le considère comme un des fondateurs de la Journée des Pathos. Il y a 18 ans, on était parmi les instigateurs de cette journée. Donc, on est heureux, honoré, et quel bonheur de te voir à chaque fois parmi nous. Mais écoutez, évidemment, c'est un grand merci d'être réinvité. C'est quand même extrêmement agréable de pouvoir poursuivre des collaborations comme ça pendant très longtemps. Évidemment, ça va s'arrêter un jour, mais j'espère que ça va continuer longtemps. Non, un autre point quand même, c'est impressionnant la GPC. Tout le monde l'a dit, mais je ne peux pas ne pas le dire. Donc le sujet, c'est les points forts de Baveno, et voilà ce que je passerai en revue. Il y a un certain nombre de grands concepts, je trouve ça toujours très intéressant, puis des maladies de cause supprimable, les traitements non étiologiques et la prévention de la décompensation. Ça veut dire qu'il y a deux énormes sujets dont je ne parlerai pas. La rupture de varices ésophagiennes ou les hémorragies de l'hypertension portale, d'une part, parce que Christophe Bureau est là et vous avez l'orateur approprié pour traiter de ça, et je suis sûr qu'il parlera de Baveno. Et là, le deuxième sujet dont je ne parlerai pas, c'est les anticoagulants et les thromboses veineuses planchniques, puisque j'ai abordé ça il y a 1 an, et c'est complètement exclu que vous ayez oublié le moindre mot de ce que j'ai dit il y a 1 an. Alors les grands concepts, je voudrais commencer par celui d'hypertension portale cliniquement significative. Ça, c'est un concept qui est en gros lié à 2 choses. Le premier, c'est que le gradient est à plus de 10 mm de mercure, et le deuxième, c'est que ça nous fait rentrer dans une zone à risque de complications de la maladie du foie. Alors en effet, ça fait longtemps qu'on a fait des études à la fois hémodynamiques et cliniques, rétrospectives, prospectives, et toutes ont donné des résultats extrêmement homogènes qui permettent de dire, je ne sais pas si j'ai une flèche, oui. Donc un sujet normal a un gradient de pression veineuse hépatique, HVPG comme on dit en anglais, qui est à moins de 5. Donc plus de 5 définit l'hypertension portale. C'est complètement arbitraire. Un sujet normal a toujours moins de 5, c'est tout. 10 mm de mercure, en dessous de ce seuil, et vous verrez que ces seuils ont surtout de la valeur pour exclure, en dessous de ce seuil, il n'y a pas de décompensation. Il n'y a pas de complications. Et apparaissent au-dessus de 10 la possibilité d'avoir une acide, une circulation collatérale, une rupture de varices gastriques à un seuil plus bas que les varices ésophagiennes, une décompensation post-opératoire. Ce chiffre de 10 est assez bien documenté cliniquement. 12, c'est le premier chiffre qui a été repéré. En dessous de 12, pas de rupture de varices ésophagiennes. Au-dessus de 12 commence le risque. Et puis, il y a un chiffre qui est peu cité dans la littérature, mais qui est très bien documenté, c'est celui de 16, et où là, dans des études anciennes qu'il faudrait refaire, comme toutes les études sur le décès, eh bien, ce chiffre était très, très performant pour séparer ceux qui allaient mourir à court terme et ceux qui allaient survivre à court terme. Donc, on a un certain nombre de seuils comme ça, mais ce qui est très intriguant, c'est que ce sont des effets de seuil. Il n'y a pas d'effet continu. Si je prends par exemple la rupture de varices ésophagiennes, le risque n'est pas plus élevé à 18 mm de mercure qu'à 12. Le risque apparaît à 12, mais après, il n'y a pas d'évolution en parallèle du gradient pour le risque d'hémorragie digestive. Et tout ça a amené à dire, eh bien voilà, l'hypertension portale cliniquement significative, c'est soit quand il y a une acide, des collatérales, une rupture de varices gastriques ou une décompensation post-opératoire, soit lorsque le gradient de pression veineuse sous-hépatique est de 10, parce qu'on sait qu'en dessous de ça, il n'y a pas de risque d'avoir ces complications. Est-ce que je suis clair? Une double définition clinique et hémodynamique, mais une forte corrélation entre les deux. Alors le problème, évidemment, est toujours dans les détails. Dès que vous mettez à mettre des seuils, il y a toujours quelqu'un pour dire « le seuil, ça ne colle pas ». Alors, ce seuil va très bien dans les hépatopathies qu'on avait l'habitude d'étudier au départ,
l'alcool, les hépatites virales. C'est très compliqué avec les cirrhoses biliaires primitives parce que les complications peuvent apparaître pour un gradient moindre. Il y a une raison à ça, mais on n'en parlera pas. Et puis, ça a été dit aussi pour la MAFLD, surtout chez les gens obèses, il y a des problèmes de correspondance entre le seuil où la décompensation peut survenir et le gradient de pression. Vous voyez que ça peut survenir pour un gradient moindre. Ça ne remet pas en cause la définition du 10 mm de mercure. Deuxième concept, celui de maladie chronique du foie avancée compensée, qu'en anglais on va appeler Compensated Advanced Chronic Liver Disease, avec un acronyme, bon, alors ça se doit, CACLD, voilà. C'est pas génial, mais bon, c'est comme ça. Alors ça, c'est un concept qui est né de la mesure de la dureté du foie. Alors, de la même façon, une maladie chronique du foie avancée, c'est une maladie qui est à risque de décompenser, en fait, par opposition à celle qui n'est pas à risque de décompenser. C'est comme ça qu'on va la définir, vous allez voir. Alors, d'où est venu ce nouveau concept de la facilité de mesurer l'élasticité, la dureté du foie, la stiffness en anglais, qu'on devrait traduire par raideur, en raidissement en français, mais enfin bon. Alors là, l'apport de ça, c'est que comme le gradient, mais évidemment beaucoup plus facile à faire, c'est une variable continue. Donc on a des tas de valeurs intermédiaires, c'est pas du tout comme l'histologie où on avait fibrose extensive, cirrhose. Et là, on va s'apercevoir que le risque de décompensation, il n'est pas strictement ajusté à la distinction entre fibrose extensive et cirrhose. Et donc on va, à cause de toutes ces ambiguïtés, créer ce concept, mais en se basant beaucoup sur la mesure de l'élasticité. Et on arrive, avec les études récentes et les consensus qui en découlent, à ce tableau-là. On va retrouver des chiffres qu'on connaissait pour le gradient. Moins de 5, c'est un sujet normal, un foie normal. Moins de 10, on dit que le risque de maladie chronique du foie avancé est exclu parce que dans les études, effectivement, lorsque la dureté du foie était de moins de 10 kPa, le risque de décompensation était de moins de 1% à 3 ans. Donc là, vous voyez, on exclut la maladie chronique avancée du foie parce que la dureté est de moins de 10. Après, on rentre dans le flou. On dit plus de 15, là ça devient probable, le risque de décompensation commence à arriver, et puis alors entre 10 et 15, on est encore plus dans le flou, c'est possible. Avec ces mots-là, on peut aller partout. Le problème, c'est comment on fait correspondre la maladie chronique avancée du foie, compensée, et puis l'hypertension portale significative. Comment on groupe ces deux entités, au moins dans notre tête. Ce n'est pas si facile que ça. Ce qui a été assez bien établi, c'est que si la dureté du foie est de moins de 15 kPa et que les plaquettes sont à plus de 150 000, il n'y a pas d'hypertension portale cliniquement significative. Le risque de décompensation, sous la forme d'une acide, etc., le gradient à plus de 10, c'est exclu. C'est exclu si c'est moins de 15 et si les plaquettes sont à plus de 150. Dans l'autre sens, si la dureté du foie est très augmentée, 25 kPa, là, c'est raisonnable de penser que vous aurez une hypertension portale cliniquement significative, c'est-à-dire un gradient de plus de 10 ou déjà une acide, etc. C'est bon? Mais entre-temps, il y avait eu des explorations comme ça pour regarder un peu ce que la mesure de la dureté du foie, qui est quand même très facile, pouvait apporter à la prise en charge des malades. Et voilà déjà pas mal d'années qu'on sait que, et qu'on a retenu que, ça a été validé, si l'élasticité du foie est de moins de 20 kPa et que les plaquettes sont à plus de 150 000, il n'y a aucune chance qu'il y ait des grosses varices ou des varices avec des signes rouges. Voilà, ça fait longtemps qu'on sait et c'est bien rentré dans la pratique. Donc voilà, pour moi, comment on peut réunir le concept de maladie chronique du foie avancée basée sur la dureté du foie et l'hypertension portale
significative. Alors tout ça a été résumé dans un schéma qui est un petit peu compliqué, que j'ai essayé de vous décomposer dans les quelques diapositives précédentes. Et vous voyez que les gens étaient tout contents, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs, d'avoir pu segmenter par 5 kilopascales la dureté du foie. Ça nous simplifie les choses quand même. Parce qu'on ne peut pas dire que tout ça soit simple, hein, j'y reviendrai, mais bon. Et donc voilà, si vous regardez la ligne ici de l'élasticité, vous voyez, 5, 10, 15, 20, 25, moins de 5, c'est normal. En dessous de 10, vous excluez la maladie chronique avancée du foie, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de décompensation dans les années qui viennent. Plus de 15, là, vous commencez à rentrer dans la zone de danger. Plus de 25, vous y êtes. 15, c'est intéressant parce que si c'est moins de 15 et moins de 150 000 plaquettes, je vous rappelle, on exclut les complications. Et puis, si c'est moins de 20 et des plaquettes à plus de 150, on exclut les varices à traiter. Voilà. On n'est pas dans le simple, il y a un petit effort de mémoire à faire, mais on est rentré dans ces nouveaux concepts. Alors maintenant, compensation, décompensation, ça c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a précisé les choses. On a dit qu'il y a des complications des maladies chroniques du foie, ça s'appelle l'ascite, l'épanchement pleural, l'encéphalopathie, la rupture de varices ésogastriques. Là, il y a une petite précision, c'est qu'on a exclu l'ictère. Il y a eu des grosses discussions d'amicaux, pour ceux qui y étaient, c'était assez passionnant de voir l'ictère, non, pas l'ictère, etc. Et puis, moi, ce qui a été difficile à accepter, c'est qu'on a exclu les infections bactériennes spontanées. Et là, pour moi, j'ai eu du mal à exclure ça des complications d'une maladie chronique du foie. Mais ça a été exclu et je crois qu'il faut le retenir. Alors après ça, on a dit la compensation, c'est quand il n'y a pas de complications, présentes ou passées. Et la décompensation, c'est quand il y a au moins une complication, présente ou passée. On retrouve le diable et ses détails. Ah, pardon. Là. Voilà. L'acide, l'encéphalopathie, c'est décelable cliniquement, ou même les formes occultes qu'on détecte avec l'échographie ou des tests machin et choses, c'est quoi? Et là, c'est pas clair, hein, c'est pas clair. Je pense qu'on est sûr de nous quand on parle des choses cliniquement décelables. Pour celles qu'on trouve en utilisant des moyens paracliniques, leur signification est moins sûre. Et puis tout ça nous amène à, si on compense et qu'on décompense, nouvelle chose, on peut recompenser. Merci pour le français. Enfin, ça, c'est uniquement dans un nouveau cadre qui est celui de la guérison de la cause des maladies du foie. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Pour l'alcool, ça fait un moment, mais on n'était pas très bon quand même. Donc là, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ait à considérer des maladies du foie dont on a supprimé la cause. Et c'est dans ce contexte qu'on va parler de recompensation. Donc il y a disparition de l'acide, de l'encéphalopathie, après arrêt des médicaments qu'on donnait pour ça, et puis il n'y a pas eu de rupture de varices ésophagiennes ou gastriques dans les 12 derniers mois. Et puis il y a une amélioration persistante des tests de fonction hépatique. Bon, d'accord. Mais là, il y a des petits malins qui disent « Ouais, mais s'il n'y a plus d'acide et plus d'encéphalopathie avec un petit peu de diurétique, un petit peu de rifaximine, ça correspond à quoi ?» Et là, les études sont en cours, mais les résultats préliminaires que j'ai pu examiner montrent qu'en fait, dans ces cas-là, le pronostic est très proche de celui de la recompensation avec arrêt de tous ces médicaments. Et évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui ont une recompensation avec un petit peu d'aide pharmacologique. Et ça peut être un outil dans le futur très utile pour le pronostic des patients. Alors ça nous ramène évidemment à la notion de cause supprimable. Donc, vous savez, c'était principalement l'arrêt de l'alcool, les virus, etc.
J'avais envie de mettre la chirurgie bariatrique pour la maladie métabolique du foie, mais c'est rare qu'on fasse la chirurgie bariatrique dans une cirrhose proche de décompensée. Donc le cas de figure ne va pas se poser très bientôt. Qu'est-ce que ça fait de contrôler la cause sur le gradient de pression veineuse hépatique? Et quel est surtout l'impact pronostique de cet effet sur le gradient? C'est très établi. Vous corrigez la cause, l'activité de la maladie disparaît, le gradient diminue. Simplement, dans quelle mesure ça va améliorer le pronostic, c'est pas clair, sauf si vous rejoignez le seuil de l'hypertension portale cliniquement significatif, c'est-à-dire 10 mm de mercure. Si vous atteignez ce seuil, vraiment votre malade a très peu de chances de décompenser après la suppression de la cause. Pour l'effet sur l'élasticité hépatique, c'est à peu près la même chose. Oui, si vous contrôlez l'activité, aussitôt l'élasticité va diminuer, mais dans quelle mesure, jusqu'à quel point et quel impact pour le pronostic, tout ça c'est moins bien quantifié. Alors je suis quand même obligé de vous dire ce que Baveno a souligné, même si, si le VHC a été supprimé et que l'élasticité du foie est passée à moins de 12 kPa et que les plaquettes sont à plus de 150 000, vous pouvez arrêter de surveiller pour voir s'il apparaît des varices. Bon, ça paraît un peu logique, mais il fallait le dire, et donc là, voilà, c'est dit. Ça veut dire que c'est relativement bien établi. Autre chose, si le VHC ou le VHB ont été supprimés, qui devient une situation fréquente, eh bien les règles de Baveno qui permettent d'éviter l'endoscopie restent applicables, c'est-à-dire le fameux seuil de l'élasticité du foie moins de 20 kPa et des plaquettes à plus de 150 000. Il n'y a pas une immense nouveauté ici. Le point vraiment important qui est souligné dans les recommandations, et c'est d'une importance essentielle, ça n'empêche pas de continuer à surveiller pour le carcinome hépatocellulaire. Donc là, il y a un risque, en disant « bon, j'ai plus de soucis, nanana », d'oublier le carcinome, d'oublier l'échographie, évidemment, il ne faut pas. Et puis, il y a la question d'arrêter les bêta-bloqueurs non sélectifs. Alors, si la cause est supprimée, et que la dureté du foie est à moins de 25 kPa, bon, mais surtout s'il n'y a plus de varices ésophagiennes 2 ans après la suppression de la cause, vous pouvez arrêter les bêta-bloqueurs. Bon. Je ne pense pas que ce soit d'une importance pratique considérable, mais si advenait une mauvaise tolérance ou une contre-indication aux bêta-bloquants, je pense qu'on n'aurait aucun état d'âme à les arrêter. Voilà. Alors pour terminer de façon beaucoup plus anecdotique, les traitements non étiologiques, mais moi c'est ce que je trouve le plus amusant dans tout ça. Alors il y a les traitements non étiologiques qui ont un certain passé. Ils commencent à être bien établis, il y a des grosses études cliniques, donc l'albumine au long cours, chez un malade ambulatoire, l'albumine à court terme, dans des situations de complications très particulières, l'infection d'acide, l'atteinte rénale aiguë, la grosse évacuation d'acide, ou bien le syndrome hépatorénal. Les antibiotiques, très très mal à l'aise avec les antibiotiques. On voit tellement de choses sur les résistances que je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec les antibiotiques. Là, on continue à retenir la prophylaxie primaire pour la rupture de varices ésogastriques, avec une durée de prophylaxie qui ne me paraît pas si bien établie que ça. Et puis, chez les malades Child-C, avec des protides d'acide à moins de 15 grammes. Bon, je crois que personne n'est très à l'aise avec cette idée des antibiotiques en prophylaxie chez les malades graves. Et puis, évidemment, la rifaximine, récidive d'encéphalopathie et après TIPS. Puis, à ceux avec un possible futur, et c'est là que je trouve que c'est encore plus amusant, il y a les statines. Alors, Baveno dit, on les encourage. C'est bien, j'adore ce mot dans des recommandations, on les encourage, c'est bien. Parce que ça peut être bon pour la pression portale et la survie. On ne décourage pas, grande nuance, on encourage, on ne décourage pas l'aspirine, parce que ça pourrait être bon pour le carcinome, la décompensation et la survie. Puis il y a évidemment, vous savez, cher à mon cœur, les anticoagulants qu'on ne décourage pas, parce que ça pourrait diminuer le risque de complications et de survie. Pourquoi c'est simplement impossible futur? Parce qu'il manque dans tous les cas les études avec tirage au sort, prospectives, contrôlées,
qui permettrait complètement d'établir. Il y en a juste une, je vous rappelle, très particulière pour les anticoagulants. Et puis la prévention de la décompensation, et là c'est, je trouve, aussi court que c'est important. Ça c'est issu de l'étude Predeschi. On recommande que toute cirrhose compensée, mais avec une hypertension portale cliniquement significative, c'est-à-dire soit on a mesuré le gradient et on l'a trouvé à 10 mm de mercure, ce qui en pratique n'est jamais fait, soit il y a des petites varices, ou il y a des varices, ou il y a eu de l'acétate, eh bien, on prévient la décompensation en donnant du carvedilol de préférence au nadolol ou au propranolol, et avec tout ça, on prévient la survenue de l'acide, et on diminue la mortalité. Le professeur Banatros y a fait allusion, et c'est vraiment quelque chose, je crois, de très important. Il y a un dernier point abordé dans Baveno, c'est la prévention de la décompensation ultérieure. Donc là, on parle du patient qui a de l'acide, et on recommande évidemment d'envisager la transplantation, de dépister des varices, de donner du carvedilol. Et Christophe Bureau en reparlera, j'en suis sûr, lorsqu'il y a une nécessité de ponctionner souvent une acide, eh bien de proposer un TIPS. Donc, on y reviendra. Donc, si je conclus ce que je peux retenir de cette partie de Baveno, encore une fois, je n'ai considéré qu'une partie, je crois que j'ai bien aimé, moi, la définition claire de certains concepts qui jusque-là étaient un peu vagues, on va dire, la décompensation. Je regrette, mais c'est difficile à éviter, la complexification avec l'ajout de nouveaux concepts, la maladie chronique avancée du foie, la recompensation, la suppression de la cause, mais c'est indispensable de le faire. Et puis, il y a quand même des éléments de simplification. On prévient tout avec un seul médicament, c'est le carvedilol. Ça simplifie quand même pas mal. Et est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, pour moi, c'est toujours un problème. C'est pourquoi on n'appelle pas un chat un chat. Alors, il y a la dysfonction circulatoire systémique. Alors ça, c'est juste une activité rénine augmentée. Il y a l'hypertension portale significative. Ça, c'est le gradient de pression à plus de 10 mm de mercure. Il y a la maladie avancée du foie compensée. Ça, c'est l'élasticité à plus de 15. Bon, disons plus de 15, disons plus de 10, disons, voilà. Il me semble qu'on y gagnerait en simplifiant. Et puis, il y a éliminer les entités superflues. Et moi, je pense que la notion d'hypertension portale cliniquement significative va s'atténuer, va disparaître. Je ne pense pas qu'elle soit délétère, mais je pense qu'elle est vouée à disparaître au profit de... Le foie est dur. Le foie est plus dur que 15 kPa. Et puis voilà, et puis tout sera dit. De toute façon, plus de 15, ça ne dit pas il va décompenser, c'est-à-dire il peut décompenser. Plus de 10 mm de mercure, il peut décompenser. Ça n'a de valeur que pour dire c'est exclu. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention, c'est dans l'intérêt diagnostique. Vous avez une décompensation d'une maladie du foie, vous avez une dureté du foie qui est à moins de 15 kPa, ce n'est pas une cirrhose. Revoyez le problème. Faites une biopsie, posez-vous des questions, c'est quoi cet acide, la tuberculose, hein? Voilà, et c'est comme ça que j'utiliserai ces nouvelles notions. Je vous remercie. Voilà, comme je disais. Donc, merci Dominique pour cette particularité de décomplexifier ce qui est compliqué, parce que c'est effectivement
extrêmement compliqué. Ce beau V7, de plus en plus, on est un peu perdu. Donc, avant de poser ma question, je préfère donner la primature à la salle. Il y a professeur Benazeus qui veut poser des questions, certainement. Moi, je voudrais poser une question très simple. Clinique, c'est toujours dans le cadre de simplifier. Dans les recommandations de Badeno, les critères cliniques de définition de l'HTP cliniquement significative, c'était la rupture de varices gastriques. Il n'y avait pas les varices œsophagiennes dedans. Je voudrais savoir, est-ce que si on peut simplifier, on dit apparition de varices, qu'ils soient gastriques, rompues ou pas, varices œsophagiennes, rompues ou pas, ils sont là, et c'est de l'HTP significatif dans tous les cas. Pourquoi avoir exclu les varices œsophagiennes et avoir mis varices gastriques rompues? Non, j'ai pas mis... Non. Il y a deux choses. Il y a l'apparition de varices, 10 mm de mercure. La rupture de varices œsophagiennes, 12 mm de mercure. Mais la rupture de varices gastriques, c'est 10 mm de mercure. C'est là la différence. C'est juste que les varices œsophagiennes et les varices gastriques, ça n'a rien à voir. Parce qu'ils ont mis, c'est ce que dit à non, c'est varices gastriques rompues. Donc, attends. Désolé. Non, c'est important, attends, tu vas voir. Ah bah oui. C'est ce que j'ai dû comprendre. Je ne comprends pas pourquoi c'est une erreur. Désolé. Mais de moi, pas de Baveno. Ah d'accord. Parce que dans tous les cas, dans notre raisonnement, chaque fois qu'il y a des varices rompues ou pas, c'est de l'HTP cliniquement significatif. Mais non, attends, si, excuse. Désolé. Si, c'est bien ça. Je m'y perds moi-même. Non, ce qui a toujours été très troublant, c'est que les varices gastriques se rompent à un gradient qui est plus bas que le seuil pour les varices ésophagiennes. Ça a toujours troublé tout le monde. Moi, ça ne me trouble pas plus que ça, dans la mesure où les varices ésophagiennes, ce n'est pas une circulation collatérale. Les varices gastriques, c'est une circulation collatérale. Les varices ésophagiennes, c'est un cul-de-sac. Les collatérales ésophagiennes, elles sont médiastinales, en fait. Elles ne sont pas sous-muqueuses. Les varices sous-muqueuses ésophagiennes, c'est des cul-de-sac. Et donc, elles se rompent. On peut imaginer que c'est pour ça qu'elles se rompent à un gradient plus élevé, alors que les varices gastriques, elles, qui sont des vraies collatérales et vraiment sous-muqueuses, se rompent à partir de 10 mm de mercure. Et ça avait toujours un peu, voilà. Est-ce que pour le clinicien, vraiment pour simplifier le message, est-ce qu'on peut dire, chaque fois qu'il y a des varices gastriques œsophagiennes, c'est de l'HTP cliniquement significatif? Oui, tu vois, c'est ce qui est marqué par collatéral portosystémique. Exactement. Comme ça, on simplifie les choses. Où qu'elle soit. À l'échographie, au cliniquement, scanner, à l'endoscopie, comme ça, on simplifie le message. Okay, il y a d'autres questions dans la salle? Oui, ressentier. Oui. Sachant que ça a été démontré que ça diminue la résistance vasculaire intrahépatique. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, c'est pareil, moi je ne suis pas un grand spécialiste, il y a de multiples indications, les gens qui ont une indication à des statines sont très nombreux, et la cirrhose n'est pas une contre-indication. Voilà, c'est comme ça que je le prends. Du coup, il y a beaucoup de cirrhotiques qui vont se taper des statines. La seule chose, c'est que quand il y a une insuffisance hépatique marquée, B ou C, là, faites attention, parce que le risque de myopathie est très augmenté. Donc, c'est les limites de l'utilisation des statines dans les maladies chroniques du foie. C'est un risque très augmenté d'atteinte musculaire sévère. Oui, professeur Livoire. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir plus d'éclaircissement concernant l'ictère, qui n'est plus considéré comme une complication? Autrement dit, est-ce que lorsque je vais voir un patient qui a une cirrhose avec un ictère, est-ce que je n'ai plus le droit de dire dans le dossier médical c'est une cirrhose décompensée, décompensation ictérique? D'abord, faut prendre ces définitions cool. Hein. Ils ne vont pas me changer ma pratique comme ça du jour au lendemain. Non. Quelqu'un qui est jaune, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. La seule chose qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui est jaune, qui a une cirrhose et qui n'a pas d'acide, c'est rare. Voilà. C'est très, très rare. C'est pour ça que, bon, moi, je trouve que c'est pas... Et ça a été, je pense, je ne sais pas, il faudrait demander à Christophe s'il se rappelle des discussions à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on a éliminé l'ictère.
D'Amico voulait vraiment le maintenir, et puis Garcia de Sao voulait vraiment l'enlever, je ne sais plus pourquoi. Voilà. Mais je crois que c'est parce que les emmerdements volent en escadrille, et c'est rare qu'on ait juste l'ictère sans l'acide. Ok, professeur Nadir. Merci, Monsieur De Vala, pour cette brillante conférence. Je suis là. Alors, je voulais vous poser la question, est-ce que Baveno 7 a été véritablement une avancée? Parce que quand on voit les différents items, on a eu une clarification beaucoup plus académique de certaines situations que l'on vit en pratique, mais finalement, pour notre quotidien, est-ce que ça va changer des choses? Est-ce que finalement, la mesure de l'élasticité hépatique n'est pas quand même quelque chose d'extrêmement important qui va permettre de prédire la présence d'une hypertension portale et les risques évolutifs d'une hypertension portale pour véritablement simplifier les choses? Je pense que c'est ce qu'ils ont cherché à faire, hein, en mettant justement au-delà de 15, etc. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est de remplacer le gradient, l'histologie, par quelque chose qui est à la portée de tout le monde, que tout le monde a dans la main, qui est la mesure de la dureté du foie. Et donc là, maintenant, il faut introduire ces données-là, mais en leur donnant la bonne signification. Et la bonne signification, elle est générée par des études, et toutes les études n'ont pas encore été faites, enfin, commencent à l'être, mais on n'a pas toutes les données pour dire telle dureté, etc. J'ai raté une partie de mon objectif si vous n'avez pas retenu que c'est surtout utile pour exclure. La dureté du foie, le FibroScan, c'est surtout utile pour exclure. Quand vous avez des valeurs basses, vous pouvez exclure le risque de complications. Affirmer qu'il va y avoir une complication, c'est toujours beaucoup plus difficile, particulièrement avec la mesure de la dureté du foie. Mais c'est déjà pas mal de pouvoir dire à quelqu'un, vous savez, j'estime que vous n'avez pratiquement pas de risque pour une certaine période. Donc je crois que ce que vous souhaitez, c'est ce qu'ils ont cherché à faire et que je vous ai mal retranscrit. Alors, je vais terminer avec, bien sûr, un peu une question à moi. Je suis le patron quand même. Au carvedilol, on a trouvé beaucoup d'avantages depuis les études des Baveno, la première, etc., etc., etc. Et récemment, on y a encore trouvé notre vertu. Je voulais savoir ce que tu en penses dans son impact sur la prévention d'infection de liquide d'acide. Oui, non, je n'ai pas regardé d'assez près, je ne suis pas capable de te dire, mais c'est pas... Parce que ce qui est publié récemment, c'est que ça apporte un bénéfice. Je veux dire, pour moi, dans toutes ces choses-là, c'est l'effet clinique qui prime. Il n'y a pas de physiopathologie qui tienne la route. Il y a le fait clinique, puis après, tu essayes de l'expliquer avec de la physiopathologie. Mais la physiopathologie ne précède pas le fait clinique. Après, que 2 données du carvedilol préviennent l'infection d'acide, c'est quelque chose qui avait été très regardé pour les bêta-bloquants, avec les autres bêta-bloquants. Et je crois que je me rappelle effectivement de cette étude-là. Mais de dire le carvedilol prévient l'infection d'acide parce que ça diminue la pression portale, par exemple, peut-être, mais bon. Ce qui est important, c'est oui ou non, c'est bien prouvé cliniquement que ça prévient l'infection d'acide. Et je crois, oui, me rappeler qu'il y a une étude, après il va falloir évidemment peut-être plus d'une étude pour le démontrer, mais bon, bah, ça irait dans le bon sens. Là, ça prouve que c'est un sujet passionnant. Alors, on va prendre juste une dernière question et arrêter parce que on abuse de la gentillesse de Dominique. Je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Ça se bouscule à la porte. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, pourquoi la splénomégalie avec dérivation spléno-rénale a été exclue, surtout concernant la décompensation. Non, elle fait partie de ce que j'ai mis sous circuit collatéral portosystémique. La splénomégalie en tant que telle, que dalle, mais les dérivations splénorénales, splénogastriques, etc., c'est un critère, c'est un marqueur d'une hypertension portale qu'on doit garder toujours significative. Ouais. Bon, merci. La splénomégalie toute seule, non. Bon, je pense qu'on va
Ouf, soulagé. Merci pour ta générosité et ta disponibilité.